L'assassinat de Sir Danvers Carew. 1 an plus tard, environ, au mois d'octobre 1800, un crime d'une férocité inouïe, et que rendait encore plus remarquable le rang élevé de la victime, vint mettre Londres en émoi. Les détails connus étaient brefs, mais stupéfiants. Une domestique, qui se trouvait seule dans une maison assez voisine de la Tamise, était montée se coucher vers 11 heures. Malgré le brouillard qui, vers le matin, s'abattit sur la ville, le ciel resta pur la plus grande partie de la nuit, et la pleine lune éclairait brillamment la rue sur laquelle donnait la fenêtre de la fille. Celle-ci, qui était sans doute en disposition romanesque, s'assit sur sa malle qui se trouvait placée juste devant la fenêtre et se perdit dans une profonde rêverie. Jamais, comme elle le dit avec des flots de larmes en racontant la scène, jamais elle ne s'était sentie plus en paix avec l'humanité, jamais n'avait cru davantage à la bonté du monde. Or, tandis qu'elle était là, assise, elle vit venir du bout de la rue un vieux et respectable gentleman à cheveux blancs, et, allant à sa rencontre, un autre gentleman, tout petit, qui d'abord attira moins son attention. Lorsqu'ils furent à portée de s'adresser la parole, ce qui se produisit juste au-dessous de la fenêtre par où regardait la fille, le plus vieux salua l'autre et l'aborda avec la plus exquise politesse. L'objet de sa requête ne devait pas avoir grande importance. D'après son geste, à un moment, on eût dit qu'il se bornait à demander son chemin. Mais tandis qu'il parlait, la lune éclaira son visage, et la fille prit plaisir à le considérer, tant il respirait une aménité de caractère naïve et désuète, relevée toutefois d'une certaine hauteur, provenant, eût-on dit, d'une légitime fierté. Puis elle accorda un regard à l'autre, et eut l'étonnement de reconnaître en lui un certain monsieur Hyde, qui avait une fois rendu visite à son maître, et pour qui elle avait conçu de l'antipathie. Il tenait à la main une lourde canne avec laquelle il jouait, mais il ne répondait mot, et semblait écouter avec une impatience mal contenue. Et puis tout d'un coup, il éclata d'une rage folle, frappant du pied, brandissant sa canne, et bref, au dire de la fille, se comportant comme un fou. Le vieux gentleman, d'un air tout à fait surpris et un peu offensé, fit un pas en arrière, sur quoi M. Hyde perdit toute retenue, et le frappant de son gourdin, l'étendit par terre. Et à l'instant même, avec une fureur simiesque, il se mit à fouler aux pieds sa victime, et à l'accabler d'une grêle de coups telle qu'on entendait les os craquer, et que le corps rebondissait sur les pavés. Frappée d'horreur à ce spectacle, la fille perdit connaissance. Il était 2 heures lorsqu'elle revint à elle, et alla prévenir la police. L'assassin avait depuis longtemps disparu, mais au milieu de la chaussée gisait sa victime, incroyablement abîmée. Le bâton, instrument du forfait, bien qu'il fût d'un bois rare, très dense et compact, s'était cassé en 2 sous la violence de cette rage insensée, et un bout hérissé d'éclats en avait roulé jusque dans le ruisseau voisin, tandis que l'autre, sans doute, était resté aux mains du criminel. On retrouva sur la victime une bourse et une montre en or, mais ni carte de visite, ni papier, à l'exception d'une enveloppe cachetée et timbrée que le vieillard s'en allait probablement mettre à la poste et qui portait le nom et l'adresse de M. Utterson. Cette lettre fut remise dans la matinée au notaire comme il était encore couché. À peine eut-il jeté les yeux sur elle et entendu raconter l'événement qu'il prit un air solennel et dit « Je ne puis me prononcer tant que je n'aurai pas vu le corps, mais c'est peut-être très sérieux. Ayez l'obligeance de me laisser le temps de m'habiller. » Et, sans quitter sa contenance grave, il expédia son déjeuner en hâte et se fit mener au poste de police où l'on avait transporté le cadavre. À peine entré dans la cellule, il hocha la tête affirmativement. « Oui, dit-il, je le reconnais.
J'ai le regret de vous apprendre que c'est là le corps de Sir Danvers Carew. »« Bon Dieu, monsieur !» s'écria le commissaire. « Est-il possible ?» Et tout aussitôt, ses yeux brillèrent d'ambition professionnelle. Il reprit: « Ceci va faire un bruit énorme, et peut-être pouvez-vous m'aider à retrouver le coupable. » Il raconta brièvement ce que la fille avait vu et exhiba la canne brisée. Au nom de Hyde, M. Utterson avait déjà dressé l'oreille, mais à l'aspect de la canne, il ne put douter davantage. Toute brisée et abîmée qu'elle était, il la reconnaissait pour celle dont lui-même avait fait cadeau à Henry Jekyll des années auparavant. Il demanda: « Ce monsieur Hyde est-il quelqu'un de petite taille ? » « Il est remarquablement petit et a l'air remarquablement mauvais. Telles sont les expressions de la fille, » répondit le commissaire. Monsieur Utterson réfléchit, après quoi, relevant la tête: « Si vous voulez venir avec moi dans mon cab, je me fais fort de vous mener à son domicile. » Il était alors environ 9 heures du matin, et c'était le premier brouillard de la saison. Un vaste dais d'une teinte marron recouvrait le ciel, mais le vent ne cessait de harceler et de mettre en déroute ses bataillons de vapeur. À mesure que le cab passait d'une rue dans l'autre, M. Utterson voyait se succéder un nombre étonnant de teintes et d'intensités crépusculaires. Il faisait noir comme à la fin de la soirée. Là, c'était l'enveloppement d'un rôdant et livide, pareil à une étrange lueur d'incendie. Et ailleurs, pour un instant, le brouillard cessait tout à fait, et par une hagarde trouée, le jour perçait entre les nuées floconneuses. Vu sous ces aspects changeants, le triste quartier de Soho, avec ses rues boueuses, ses passants mal vêtus et ses réverbères qu'on n'avait pas éteints ou qu'on avait rallumés pour combattre ce lugubre retour offensif des ténèbres, apparaissait aux yeux du notaire comme emprunté à une ville de cauchemar. Ses réflexions, en outre, étaient de la plus sombre couleur, et lorsqu'il jetait les yeux sur son compagnon de voiture, il se sentait effleuré par cette terreur de la justice et de ses représentants qui vient assaillir parfois jusqu'aux plus honnêtes. Comme le cab s'arrêtait à l'adresse indiquée, le brouillard s'éclaircit un peu et lui laissa voir une rue sale, un grand bar populaire, un restaurant français de bas étage, une de ces boutiques où l'on vend des livraisons à 2 sous et des salades à 4, des tas d'enfants haillonneux grouillant sur les seuils et des quantités de femmes de toutes les nationalités qui s'en allaient, leurs clés à la main, absorber le petit verre matinal. Presque au même instant, le brouillard enveloppa de nouveau cette région d'une ombre épaisse et lui déroba la vue de ce peu recommandable entourage. Ici habitait le familier de Henry Jekyll, un homme qui devait hériter d'1/4 million de livres sterling. Une vieille à face d'ivoire et à cheveux d'argent vint ouvrir. Elle avait un visage méchant, masqué d'hypocrisie, mais elle se tenait à merveille. On était bien, en effet, chez M. Hyde, mais il se trouvait absent. Il était rentré fort tard dans la nuit, mais était ressorti au bout d'1 heure à peine, ce qui n'avait rien de surprenant, car ses habitudes étaient fort irrégulières, et il s'absentait souvent. Ainsi, il y avait hier près de 2 mois qu'elle ne l'avait vu. « Eh bien alors, dit le notaire, faites-nous voir ses appartements. » Et comme la vieille s'y refusait, il ajouta: « Autant vous dire tout de suite qui est ce monsieur qui m'accompagne. C'est monsieur l'inspecteur Newcomen de la Sûreté Générale. » Un éclair de hideuse joie illumina le visage de la femme. « Ah !» s'écria-t-elle, « il a des ennuis. Qu'est-ce qu'il a donc fait ?» Monsieur Utterson échangea un regard avec l'inspecteur. « Il n'a pas l'air des plus populaires, » fit observer ce dernier. « Et maintenant, ma brave femme, laissez-nous donc, ce monsieur et moi, jeter un coup d'œil à l'intérieur. » Dans toute l'étendue de la maison, où la vieille se trouvait absolument seule,
Monsieur Hyde ne s'était servi que de 2 pièces, mais il les avait aménagées avec luxe et bon goût. Un réduit était garni de vin, la vaisselle était d'argent, le linge fin. On voyait au mur un tableau de maître, cadeau, supposa Utterson, de Henry Jekyll, qui était assez bon connaisseur, et les tapis étaient moelleux et de ton discret. À cette heure cependant, l'aspect des pièces révélait aussitôt qu'on venait d'y fourrager depuis peu et en toute hâte. Des vêtements, les poches retournées, jonchaient le parquet, des tiroirs à serrure restaient béants, et la cheminée contenait un amas de cendres grisâtres, comme si on y avait brûlé une grande quantité de papier. En remuant ce tas, l'inspecteur découvrit, épargné par le feu, le talon d'un carnet de chèques vierge. L'autre moitié de la canne se retrouva derrière la porte, et comme ceci confirmait définitivement ses soupçons, le fonctionnaire se déclara enchanté. Une visite à la banque, où l'on trouva le compte de l'assassin crédité de plusieurs milliers de livres, mit le comble à sa satisfaction. « Vous pouvez m'en croire, monsieur, » affirma-t-il à M. Utterson. Je le tiens, il faut qu'il ait perdu la tête, sans quoi il n'eût jamais laissé derrière lui cette canne, ni surtout détruit ce carnet de chèques. L'argent, voyons, c'est la vie même pour lui. Nous n'avons plus rien d'autre à faire que de l'attendre à la banque et de publier son signalement. Ceci, toutefois, n'alla pas sans difficulté, car peu de gens connaissaient M. Hyde. Le maître même de la servante ne l'avait vu que 2 fois. Sa famille demeurait introuvable. Il ne s'était jamais fait photographier, et les rares personnes en état de le décrire différaient considérablement selon la coutume des observateurs vulgaires. Il ne s'accordait que sur un point, à savoir l'impression obsédante de difformité indéfinissable qu'on ressentait à la vue du fugitif. 5. L'incident de la lettre. Il était tard dans l'après-midi lorsque M. Utterson se présenta à la porte du docteur Jekyll, où il fut reçu aussitôt par Poole, qui l'emmena par les cuisines et en traversant une cour qui avait été autrefois un jardin, jusqu'au corps de logis qu'on appelait indifféremment le laboratoire ou salle de dissection. Le docteur avait racheté la maison aux héritiers d'un chirurgien fameux, et comme lui-même s'occupait plutôt de chimie que d'anatomie, il avait changé la destination du bâtiment situé au fond du jardin. Le notaire était reçu pour la première fois dans cette partie de l'habitation de son ami. Il considérait avec curiosité ces murailles décrépies et dépourvues de fenêtres, et ce furent des regards fâcheusement dépaysés qu'il promena autour de lui lorsqu'il traversa l'amphithéâtre, jadis empli d'une foule d'étudiants attentifs et, à cette heure, vides et silencieux, avec ses tables surchargées d'instruments de chimie, son carreau encombré de touris et jonché de paille d'emballage, sous le jour appauvri que laissait filtrer la coupole embrumée. À l'autre extrémité, des marches d'escalier aboutissaient à une porte revêtue de serge rouge, par où M. Utterson fut enfin admis dans le cabinet du docteur. C'était une vaste pièce, garnie tout autour d'étagères vitrées et meublée principalement d'une glace psyché et d'une table de travail, ayant vue sur la cour par 3 fenêtres poussiéreuses et grillées de fer. Le feu brûlait dans l'âtre, une lampe allumée était disposée sur le rebord de la cheminée, car même dans les intérieurs, le brouillard commençait à s'épaissir, et là, réfugié tout contre la flamme, était assis le docteur Jekyll, qui semblait très malade. Sans se lever pour venir à la rencontre de son visiteur, il lui tendit une main glacée et lui souhaita la bienvenue d'une voix altérée. « Et alors, lui dit M. Utterson, dès que Poole se fut retiré, « vous avez appris les nouvelles ?» Le docteur frissonna. Il répondit « On les criait sur la place. Je les ai entendus de ma salle à manger. » « Un mot, dit le notaire.
Carew était mon client, mais vous l'êtes aussi, et je tiens à savoir ce que je fais. Vous n'avez pas été assez fou pour cacher ce garçon. » « Utterson, je prends Dieu à témoin, » s'écria le docteur. « Oui, je prends Dieu à témoin que je ne le reverrai de ma vie. Je vous donne ma parole d'honneur que tout est fini dans ce monde, entre lui et moi. C'est absolument fini. Et d'ailleurs, il n'a pas besoin de mon aide. Vous ne le connaissez pas comme je le connais. Il est à l'abri, il est tout à fait à l'abri. Notez bien mes paroles. On n'aura plus jamais de ses nouvelles. » Le notaire l'écoutait d'un air soucieux. L'attitude fiévreuse de son ami lui déplaisait. Il répliqua: « Vous semblez joliment sûr de lui, et dans votre intérêt, je souhaite que vous ne vous trompiez pas. Mais si le procès avait lieu, votre nom y serait peut-être prononcé. » « Je suis tout à fait sûr de lui, » reprit Jekyll. « Ma certitude repose sur des motifs qu'il m'est interdit de révéler à quiconque. Mais il y a un point sur lequel vous pouvez me conseiller. J'ai reçu une lettre et je me demande si je dois la communiquer à la police. Je m'en remettrai volontiers à vous, Utterson. Vous jugeriez sainement, j'en suis convaincu. J'ai en vous la plus entière confiance. Vous craignez, j'imagine, que cette lettre ne puisse aider à le faire retrouver, interrogea le notaire. Non, répondit l'autre, je ne puis dire que je me soucie du sort de Hyde. Tout est fini entre lui et moi. Je songeais à ma réputation personnelle, que cette odieuse histoire a quelque peu mise en péril. Utterson médita quelques instants. L'égoïsme de son ami le surprenait, tout en le rassurant. « Eh bien, soit, » conclut-il enfin, « faites-moi voir cette lettre. » Elle était libellée d'une singulière écriture droite et signée Edward Hyde. Elle déclarait, en termes assez laconiques, que le bienfaiteur du susdit Hyde, le docteur Jekyll, dont il avait longtemps si mal reconnu les 1000 bienfaits, ne devait éprouver aucune inquiétude au sujet de son salut, car il disposait de moyens d'évasion en lesquels il mettait une entière confiance. Cette lettre plut assez au notaire. Elle jetait sur cette liaison un jour plus favorable qu'il ne l'avait cru, et il se reprocha quelques-unes de ses suppositions passées. « Avez-vous l'enveloppe » demanda-t-il. « Je l'ai brûlée, » répondit Jekyll, « avant de songer à ce que je faisais, mais elle ne portait pas de cachet postal. On a remis la lettre de la main à la main. »« Puis-je garder ce papier jusqu'à demain » demanda Utterson. « La nuit porte conseil. »« Je vous laisse entièrement juge de ma conduite, » repartit l'autre. « J'ai perdu toute confiance en moi. »« Eh bien, je réfléchirai, » conclut le notaire. « Et maintenant, un dernier mot. C'est Hyde qui vous a dicté les termes de votre testament ayant trait à votre disparition possible. » Un accès de faiblesse parut envahir le docteur. Il serra les dents et fit un signe affirmatif. « J'en étais sûr, » dit Utterson. « Il comptait vous assassiner. Vous l'avez échappé belle. »« Bien mieux que cela, » répliqua le docteur avec gravité. « J'ai reçu une leçon. Ô Dieu, Utterson, quelle leçon j'ai reçue !» Et il resta un moment, la face cachée entre ses mains. Avant de quitter la maison, le notaire s'arrêta pour échanger quelques mots avec Poole. « À propos, » lui dit-il, « on a apporté une lettre aujourd'hui. Quelle figure avait le messager ?» Mais Poole fut catégorique. Le facteur seul avait apporté quelque chose. « Il n'a remis que des imprimés, » ajouta-t-il. À cette nouvelle, le visiteur, en s'éloignant, sentit renaître ses craintes. D'évidence,
La lettre était arrivée par la porte du laboratoire. Peut-être même avait-elle été écrite dans le cabinet. Et dans ce dernier cas, il fallait en juger différemment et ne s'en servir qu'avec beaucoup de circonspection. Les vendeurs de journaux, sur son chemin, s'égosillaient au long des trottoirs. « Édition spéciale, abominable assassinat d'un membre du Parlement !» C'était là pour lui l'oraison funèbre d'un client et ami, et il ne pouvait s'empêcher d'appréhender plus ou moins que la bonne renommée d'un autre encore ne fût entraînée dans le tourbillon du scandale. En tout cas, la décision qu'il avait à prendre était scabreuse, et en dépit de son assurance habituelle, il en vint peu à peu à désirer un conseil. Il ne pouvait être question de l'obtenir directement, mais peut-être, se disait-il, arriverait-on à le soutirer par un détour habile. Quelques minutes plus tard, il était chez lui, installé d'un côté de la cheminée dont M. Guest, son principal clerc, occupait l'autre. À mi-chemin entre les deux, à une distance du feu judicieusement calculée, se dressait une bouteille d'un certain vieux vin qui avait longtemps séjourné à l'abri du soleil dans les caves de la maison. Le brouillard planait encore, noyant la ville où les réverbères scintillaient comme des rubis, et parmi l'asphyxiante opacité de ces nuages tombés du ciel, le cortège sans cesse renouvelé de la vie urbaine se déroulait parmi les grandes artères avec le bruit d'un vent véhément. Mais la lueur du feu égayait la chambre. Dans la bouteille, les acides du vin s'étaient depuis longtemps résolus. La pourpre impériale s'était atténuée avec l'âge, comme s'enrichit la tonalité d'un vitrail, et la splendeur des chaleureuses après-midi d'automne sur les pentes des vignobles n'attendait plus que d'être libérée pour disperser les brouillards londoniens. Graduellement, le notaire s'amollit. Il n'y avait personne en qui il gardât moins de secrets que M. Guest, et n'était même pas toujours sûr d'en garder autant qu'il le désirait. Guest avait fréquemment été chez le docteur pour affaires. Il connaissait Poole. Il ne pouvait pas être sans avoir appris les accointances de M. Hyde dans la maison. Il avait dû en tirer ses conclusions. Ne valait-il donc pas mieux lui faire voir une lettre qui mettait ce mystère au point ? Et cela d'autant plus que Guest, en sa qualité de grand amateur et expert en graphologie, considérerait la démarche comme naturelle et flatteuse. Le clerc, en outre, était de bons conseils. Il n'irait pas lire un document aussi singulier sans lâcher une remarque. Et d'après cette remarque, M. Utterson pourrait diriger sa conduite ultérieure. « Bien triste histoire, cet assassinat de sœur d'Anvers, » prononça le notaire. « Oui, monsieur, en effet, elle a considérablement ému l'opinion publique, » répliqua Guest. « Le criminel, évidemment, était fou. »« J'aimerais savoir votre avis là-dessus, » reprit Utterson. « J'ai ici un document de son écriture, soit dit entre nous, car je ne sais pas encore ce que je vais en faire. » C'est à tout prendre une vilaine histoire, mais voici la chose, tout à fait dans vos cordes, un autographe d'assassin. Le regard de Guest s'alluma, et il s'attabla aussitôt pour examiner le papier avec avidité. « Non, monsieur, dit-il, ce n'est pas d'un fou, mais c'est une écriture contrefaite. » Comme son auteur, alors, car lui aussi est très contrefait. À ce moment précis, le domestique entra, porteur d'un billet. « Est-ce du docteur Jekyll, monsieur ?» interrogea le clerc. « Il m'a semblé reconnaître son écriture. Quelque chose de personnel, monsieur Utterson ?»« Une simple invitation à dîner. Pourquoi? Vous désirez la voir ?»« Rien qu'un instant. »« Je vous remercie, monsieur. » Et le clerc, disposant les papiers côte à côte, compara attentivement leur teneur. « Merci, monsieur, dit-il enfin, en lui restituant les 2 billets. C'est un autographe des plus intéressants. »
Il y eut un silence au cours duquel M. Utterson lutta contre lui-même. Puis il demanda tout à coup « Dites-moi, Guest, pourquoi les avez-vous comparés ?»« Eh bien, monsieur, répondit le clerc, c'est qu'ils présentent une assez singulière ressemblance. Les deux écritures sont, sous beaucoup de rapports, identiques. Elles ne diffèrent que par l'inclinaison. »« Assez singulier, dit Utterson. »« C'est, comme vous dites, assez singulier, répliqua Guest. Il vaut mieux que je ne parle pas de cette lettre. Vous le voyez, dit le notaire. Non, monsieur, dit le clerc, je comprends. Mais M. Utterson ne fut pas plutôt seul ce soir-là qu'il enferma la lettre dans son coffre-fort, d'où elle ne bougea plus désormais. Eh quoi, songeait-il, Henry Jekyll devenu faussaire pour sauver un criminel? Et il sentit dans ses veines courir un frisson glacé. 6. Le remarquable incident du docteur Lanyon. Le temps s'écoulait. Des milliers de livres étaient offerts en récompense, car la mort de Sir Danvers Carew constituait un malheur public. Mais M. Hyde se dérobait aux recherches de la police, tout comme s'il n'eût jamais existé. Son passé, toutefois, révélait beaucoup de faits également peu honorables. On apprenait des exemples de la cruauté de cet homme aussi insensible que brutal, de sa vie de débauche, de ses étranges fréquentations, des haines qu'il avait provoquées autour de lui. Mais sur ces faits et gestes présents, pas le moindre mot. À partir de la minute où il avait quitté sa maison de Soho, le matin du crime, il s'était totalement évanoui. De son côté, à mesure que le temps passait, M. Utterson se remettait peu à peu de sa chaude alarme et retrouvait sa placidité d'esprit. À son point de vue, la mort de Sir Danvers était largement compensée par la disparition de M. Hyde. Depuis que cette mauvaise influence n'existait plus, une vie nouvelle avait commencé pour le docteur Jekyll. Il sortait de sa réclusion, voyait de nouveau ses amis, redevenait leur hôte et leur boute-en-train habituel. Et s'il avait toujours été connu pour ses charités, il se distinguait, non moins à cette heure, par sa religion. Il était actif, sortait beaucoup, se portait bien, son visage semblait épanoui et illuminé par l'intime conscience de son utilité sociale. Bref, durant plus de 2 mois, le docteur vécut en paix. Le 8 janvier, Utterson avait dîné chez le docteur en petit comité. Lanyon était là, et le regard de leur hôte allait de l'un à l'autre comme au temps jadis, alors qu'ils formaient un trio d'amis inséparables. Le 12, et à nouveau le 14, le notaire trouva porte close. Le docteur, lui annonça Poole, s'était enfermé chez lui et ne voulait recevoir personne. Le 15, il fit une nouvelle tentative et essuya le même refus. Comme il s'était réhabitué depuis 2 mois à voir son ami presque quotidiennement, ce retour à la solitude lui pesa. Le 5e soir, il retint Guest à dîner avec lui, et le 6e, il se rendit chez le docteur Lanyon. Là, du moins, on ne refusa pas de le recevoir, mais lorsqu'il entra, il fut frappé du changement qui s'était produit dans l'apparence du docteur. Celui-ci avait son arrêt de mort inscrit en toutes lettres sur son visage. Cet homme, au teint florissant, était devenu blême, ses chairs s'étaient flétries. Il était visiblement plus chauve et plus vieux, mais ce qui retint l'attention du notaire, plus encore que ces témoignages d'une prompte déchéance physique, ce fut une altération du regard et de la manière d'être qui semblait révéler une âme en proie à quelque terreur profonde. Il était peu vraisemblable que le docteur dût craindre la mort, et ce fut néanmoins là ce qu'Utterson fut tenté de soupçonner. « Oui, songeait-il,
comme médecin, il ne peut manquer de savoir où il en est, et que ses jours sont comptés. Cette certitude l'accable. Et néanmoins, quand Utterson lui parla de sa mauvaise mine, ce fut avec un air de grande fermeté que Lannion se déclara condamné. « J'ai reçu un coup, dit-il, dont je ne me remettrai pas. Ce n'est plus qu'une question de semaines. Tant pis, la vie avait du bon. Je l'aimais, oui, monsieur. Je m'étais habitué à l'aimer. Je songe parfois que, si nous savions tout, nous n'aurions plus d'autre désir que de disparaître. »« Jekyll est malade, lui aussi, » remarqua Utterson. « L'avez-vous vu ?» Mais Lannion changea de visage et il leva une main tremblante. « Je refuse désormais de voir le docteur Jekyll ou d'entendre parler de lui, » dit-il d'une voix forte et mal assurée. « J'ai rompu à tout jamais avec cet homme, et je vous prie de m'épargner toute allusion à quelqu'un que je considère comme mort. » M. Utterson eut un clappement de langue désapprobateur, et après un long silence, il demanda « Ne puis-je rien faire ? Nous sommes 3 fort vieux amis, Lannion. Nous ne vivrons plus assez longtemps pour en trouver d'autres. »« Il n'y a rien à faire, » répliqua Lannion. « Interrogez-le lui-même. »« Il refuse de me voir, » dit le notaire. « Cela ne m'étonne pas, » repartit l'autre. « Un jour, Utterson, lorsque je serai mort, vous apprendrez peut-être les bonnes et les mauvaises raisons de cette rupture. Je ne puis vous les dire. Et en attendant, si vous vous sentez capable de vous asseoir et de parler d'autre chose, pour l'amour de Dieu, restez et faites-le. Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir sur ce maudit sujet, alors au nom de Dieu, allez-vous-en, car je ne le supporterai pas. » Sitôt rentré chez lui, Utterson se mit à son bureau et écrivit à Jekyll, se plaignant d'être exclu de chez lui et lui demandant la cause de cette fâcheuse brouille avec Lannion. Le lendemain, il reçut une longue réponse, rédigée en termes le plus souvent très véhéments, mais çà et là d'une obscurité impénétrable. Le différend avec Lannion était sans remède. « Je ne blâme pas notre vieil ami, » écrivait Jekyll, « mais je partage son avis que nous ne devons jamais nous revoir. J'ai l'intention dorénavant de mener une vie extrêmement retirée. Il ne faut pas vous en étonner, et vous ne devez pas non plus douter de mon amitié, si ma porte est souvent condamnée, même pour vous. Laissez-moi suivre ma voie ténébreuse. J'ai attiré sur moi un châtiment et un danger qu'il m'est interdit de préciser. Si je suis un grand coupable, je souffre aussi en proportion. Je ne croyais pas que cette terre pût renfermer des souffrances et des terreurs à ce point démoralisantes. La seule chose que vous puissiez faire pour alléger mon sort, Utterson, c'est de respecter mon silence. » Utterson en fut stupéfait. La sinistre influence de Hyde avait disparu. Le docteur était retourné à ses travaux et à ses amitiés d'autrefois. 8 jours plus tôt, l'avenir le plus souriant lui promettait une vieillesse heureuse et honorée. Et voilà qu'en un instant, amitié, paix d'esprit et toutes les joies de son existence sombraient à la fois. Une métamorphose aussi complète et aussi imprévue relevait de la folie. Mais d'après l'attitude et les paroles de Lannion, elle devait avoir une raison plus profonde et cachée. Au bout de 8 jours, Lannion s'alita, et en un peu moins d'une quinzaine, il était mort. Le soir des funérailles, qui l'avaient affecté douloureusement, Utterson s'enferma à clé dans son cabinet de travail et, s'attablant à la lueur mélancolique d'une bougie, sortit et étala devant lui une enveloppe libellée de la main et scellée du cachet de son ami défunt. Confidentiel, destiné à J.G. Utterson seul, et en cas de sien prédécès, à détruire tel quel, disait la suscription impérative. Le notaire redoutait de passer au contenu. « J'ai déjà enterré un ami aujourd'hui, songeait-il. Qui sait si ce papier
ne va pas m'en coûter un second. » Mais il repoussa cette crainte comme injurieuse et rompit le cachet. Il y avait à l'intérieur un autre pli, également scellé, et dont l'enveloppe portait « À n'ouvrir qu'en cas de mort ou de disparition du docteur Henry Jekyll ». Utterson n'en croyait pas ses yeux. Oui, le mot « disparition » y était bien. Ici encore, de même que dans l'absurde testament qu'il avait depuis longtemps restitué à son auteur, ici encore se retrouvait l'idée de disparition, accolée au nom d'Henry Jekyll. Mais dans le testament, cette idée avait jailli de la sinistre inspiration du sieur Hyde. On ne l'y employait que dans un dessein trop clair et trop abominable. Écrit de la main de Lanyon, que pouvait-il signifier? Une grande curiosité envahit le dépositaire. Il fut tenté de passer outre à l'interdiction et de plonger tout de suite au fond de ces mystères. Mais l'honneur professionnel et la parole donnée à son ami défunt lui imposaient des obligations impérieuses, et le paquet alla dormir dans le coin le plus reculé de son coffre-fort. Il est plus facile de réfréner sa curiosité que de l'abolir. Et on peut se demander si, à partir de ce jour, Utterson rechercha avec le même empressement la compagnie de son ami survivant. Il songeait à lui avec bienveillance, mais ses pensées étaient inquiètes et pleines de crainte. Il alla bien pour lui faire visite, mais il fut presque soulagé de se voir refuser l'entrée de chez lui. Peut-être, au fond, préférait-il causer avec Poole sur le seuil, à l'air libre et environné par les bruits de l'immense capitale, plutôt que d'être reçu dans ce domaine d'une volontaire servitude, pour rester à s'entretenir avec son impénétrable reclus. Poole n'avait d'ailleurs que des nouvelles assez fâcheuses à communiquer. Le docteur, d'après lui, se confinait de plus en plus dans le cabinet au-dessus du laboratoire, où il couchait même quelquefois. Il était triste et abattu, devenait de plus en plus taciturne et ne lisait plus. Il semblait rongé de soucis. Utterson s'accoutuma si bien à l'uniformité de ses rapports qu'il diminua peu à peu la fréquence de ses visites.